Le thème de ce matin est un thème délicat et je vais l'illustrer par un sujet grave. D'abord, il faut commencer par quelque chose de très simple. De quoi parlons-nous lorsque nous utilisons le terme vérité? Le mot vérité est un terme que l'on dit techniquement analogique. C'est pas quelque chose de très secret, ça veut dire que sa définition est très rigoureuse, mais que son application doit être souple et nuancée dans les différents domaines. Le sens rigoureux est donné par sa définition qu'on appelle la définition formelle. On appelle vérité la correspondance, c'est-à-dire l'adéquation entre un jugement, une affirmation, un jugement qui est posé, et puis ce qui est. Si par exemple je dis « cette porte-ci à ma gauche est fermée », cette phrase, ce jugement est vrai si et seulement si mon jugement correspond au fait, réellement, que cette porte soit fermée. Et vous conviendrez qu'il serait du dernier ridicule de tenir ou de prétendre que cela dépendrait de nos avis respectifs. Nous sommes 80 peut-être ou 100 dans cette salle. Ce serait ridicule de dire que sur des sujets comme cela, chacun ait sa propre vérité. Les choses deviennent passablement plus complexes lorsqu'on passe au domaine de la vérité pratique, c'est-à-dire de la morale et de l'éthique. Là, il semble beaucoup plus raisonnable de reconnaître une diversité du point de vue. Par exemple, sur un débat qui va toucher la Suisse dans une année ou deux, le diagnostic préimplantatoire, par exemple sur les déchets nucléaires, par exemple sur la politique internationale. Dans ce domaine, les choses sont plus nuancées, plus délicates, et c'est de ce domaine-là que j'aimerais justement vous entretenir aujourd'hui, pour faire voir qu'il y a aussi une vérité dans le champ moral, mais que celle-ci est d'une teneur tout à fait particulière et qui exige passablement de nuances. Je commencerai par rappeler qu'un choix en morale tient compte de 4 facteurs. D'abord, il faut tenir compte de l'intention de celui qui pose cet acte. Deuxièmement, il convient de tenir compte des circonstances, des situations dans lesquelles cet acte est posé. Troisième facteur, il convient de prendre en compte les conséquences prévisibles des actes que l'on pose, individuellement ou collectivement. Et quatrièmement, il y a une objectivité de l'acte selon que l'objet de cet acte est bon ou au contraire mauvais. Or, il se passe, on va dire, depuis une grosse quarantaine d'années, un phénomène assez curieux et passablement inquiétant, c'est que ce facteur central tend à disparaître. C'était alors le pilier même autour duquel les 3 autres axes s'organisaient, qui a tendance à disparaître. Et puis, c'est comme une chaise qui aurait un pied qui lui manquerait. Forcément, les autres vont compenser le vide qui est laissé par cette absence. J'aimerais vous montrer aujourd'hui ce qui se passe lorsque un des facteurs disparaît dans cet ensemble et de voir comment successivement il va y avoir, et ce sera la première partie de mon exposé, la plus importante étant donné le thème de ce week-end, que se passe-t-il lorsque l'intention, le numéro 1, va occuper une place beaucoup trop grande que celle qui lui revient. Deuxièmement, je montrerai ce que ça donne sur le plan des circonstances, lorsqu'on assiste à une hypertrophie des circonstances. Troisièmement, que se passe-t-il lorsque on hypertrophie les conséquences? Sur ce troisième point qui est très important, j'irai très vite parce que ce n'est pas le thème de nos 2 journées. Et j'illustrerai chacune de ces déviances par une question polémique et une question fort débattue en Suisse, qui est celle du suicide médicalement assisté. En 4e partie de mon exposé, j'indiquerai quelques voies de réponse avant de conclure brièvement. Prenons d'abord cette hypertrophie de l'intention et de la sincérité. Il y a tout d'abord quelque chose de très positif là-dedans. Parce que lorsqu'on souligne le rôle capital de la liberté individuelle,
nous sommes, nous autres modernes, parvenus à une perception très vive de l'autonomie. On insiste, et on insiste à juste titre, sur la possibilité pour l'homme d'agir en toute responsabilité et non pas sous la pression d'une contrainte étrangère. C'est là un acquis inestimable de notre temps. Cependant, ce n'est pas l'intention ni la sincérité qui pose problème, c'est l'hypertrophie de cette intention et de cette sincérité, à tel point que certains en sont venus à exalter la subjectivité humaine pour en faire un absolu, c'est-à-dire une source absolue de toute norme. Pour le dire en un mot, au lieu de valoriser la conscience pour y découvrir le lieu intime, où se manifeste, et je souligne ce mot, se manifeste la vérité du bien et du mal, voici qu'on y a vu l'instance suprême qui détermine le bien et le mal. Au lieu que la conscience subjective soit le lieu où se manifeste intérieurement ce qui est bien et ce qui est mal, la déviance consiste à prendre et à dire que la conscience est celle qui, avec autorité, détermine ce qui est bien ou ce qui est mal. Cette tendance trouve une expression majeure dans un livre de Jean-Jacques Rousseau qui s'appelle L'Émile, la 4e partie, la profession de foi du vicaire savoyard. Voici une phrase de Rousseau qui illustre exactement mon propos. « Je n'ai qu'à me consulter, écrit Jean-Jacques, sur ce que je veux faire. Tout ce que je sens être bien est bien. Tout ce que je sens être mal est mal. Le meilleur de tous les casuistes est la conscience. » Vous voyez dans une phrase comme celle-là l'hypertrophie, c'est-à-dire que l'exigence de vérité en éthique a fait place à une autre valeur de grande importance, mais qui est seconde, qui est la sincérité. Il n'y a plus aucune exigence de confirmer sa vie à ce qui est véritablement bon. Il suffit de s'accorder avec soi-même, il suffit de trouver son harmonie intérieure. Alors, comme on le dit couramment, pourvu que je le ressente quelque part au niveau du vécu, tout semble pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles et on est en accord avec soi-même. Exister moralement, dans cette perspective, c'est ressentir. Faire de l'éthique, et je le vois souvent dans les commissions d'éthique avec des médecins, cela consisterait à donner son sentiment, à donner son opinion sur une question. À tel point, par exemple, que Rousseau va se méfier de l'argumentation intellectuelle. Voici ce qu'il écrit. « Quand tous les raisonnements prouveraient que j'ai tort, si vous sentez que j'ai raison, je n'en veux pas davantage. » Je vais illustrer cette première hypertrophie et prendre un certain temps pour la développer par la question de l'aide au suicide en Suisse. En Suisse, et en Suisse romande notamment, la discussion est largement portée par cette vague d'individualisme éthique. Un exemple parmi cent autres. Vous avez pu suivre, et vous avez peut-être été interloqué, par un reportage de Temps Présent le 17 février de cette année, où la caméra, avec une certaine complaisance, a suivi le parcours d'une dame venue de Paris, une dame d'un certain âge, mais pas trop âgée, écrivain qui avait fait le voyage de Paris à Zurich pour y mettre fin à ses jours. L'intéressant, par-delà ce côté un peu voyeurisme qu'il y avait dans cette émission, l'intéressant, c'est qu'une majorité de Suisses approuve sans réserve. Chacun est libre de sa propre mort, répète-t-on. Il n'y aurait dans ces questions-là ni vérité, ni objectivité, puisque le sujet serait éminemment personnel. Alors on vous accorde bien sûr le droit de penser autrement, mais on dénie, comme le faisait Rousseau dans le texte que je viens de citer, on dénie à votre argumentation toute portée qui serait universelle. Finalement, il serait de la dernière inconvenance, peut-être même de la dernière intolérance, dit-on, d'imposer ses convictions morales à d'autres qui le ressentent autrement. Et si, malgré tout le respect requis, vous tentez de faire entendre que, fût-ce en cas de maladie grave, le suicide porte atteinte à la dignité humaine, et nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, votre analyse, immédiatement, est aussitôt délégitimée par le dogme du tout à la sincérité. C'est alors que l'on a recours à une arme imparable
Et on la sort immédiatement. C'est une phrase du type « Mais quoi ? Vous ne voulez tout de même pas imposer vos convictions aux autres ?» À partir de là, vous voyez le premier élément, il n'est plus besoin d'argumenter contre votre thèse. Il a suffi de rappeler votre devoir de ne jamais sortir de votre subjectivité. En prétendant que toute position rationnelle doit être rejetée a priori immédiatement au motif qu'elle se veut universelle, les relativistes, puisque c'est de cela dont il s'agit, font preuve de faiblesse. Plutôt que débattre sur le plan des idées et des arguments, ils discréditent quiconque prétend à l'objectivité en déniant toute pertinence à son propos. Conclusion ou conséquence, le relativisme de l'opinion a coupé court au débat d'idées. Ce glissement est certainement l'un des traits majeurs de notre modernité tardive. Et si je reprends l'exemple du film que la plupart d'entre vous ont vu au mois de février, ce reportage, il est fort probable qu'il y ait de la sincérité de la part de cette dame française. Son intention semblait tout à fait authentique. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, qui serions-nous pour oser le moindre jugement sur la sincérité ou la conscience intime de qui que ce soit ? Simplement, la question n'est pas là. Car on ne voit pas que la seule bonne intention puisse métamorphoser un acte mauvais en bien ou magiquement changer un fait universel qu'un suicide reste un acte intrinsèquement mauvais. Comment justifier la phrase que je viens de prononcer ? Eh bien, je vous donnerai un tout petit indice de ce dysfonctionnement lorsque on hypertrophie la perspective purement sincère et de l'intention. C'est que ce subjectivisme moral conduit à une impasse. Et voilà ce qui se passe, parce que si chacun, par hypothèse, est maître de sa propre mort, et que son intention à un moment donné est de se suicider avec une association vouée à ce service, alors une personne bien portante devrait tout aussi légitimement pouvoir faire appel au service d'association d'aide au suicide. Eh bien, le cas s'est produit en Suisse romande. Il s'est produit en Suisse romande lorsqu'une épouse en bonne santé décida d'accompagner son mari malade dans le suicide. Le relativisme, dans un cas comme ça, est complètement désemparé. Le mari était en fin de vie, il avait un cancer en phase terminale et il fait appel à une association de ce type. Et son épouse, en bonne santé, a demandé de pouvoir partir avec lui en disant « Je ne me vois pas continuer sans lui ». Que va faire une association face à une telle demande ? Elle est complètement désemparée puisqu'elle n'a plus aucun motif de refuser une telle demande. Et les statuts des associations, d'ailleurs, n'y changeront rien, parce qu'une fois que l'objectivité est perdue de vue, une fois qu'on a lâché les repères, il ne reste que l'arbitraire. Eh bien, la réponse de l'association a été celle d'un refus. Mais ce qui a été intéressant, c'est la raison du refus. Tenez-vous bien, non, nous n'allons pas le faire, parce que nous n'avons pas assez de personnel. Voilà le relativisme où aucun jugement n'est jamais censé dépasser le champ de celui qui l'affirme. C'est pourquoi tout jugement d'autrui qui serait différent paraît offusquer cette autonomie radicale de chacun. On appelle relativisme, c'est la troisième fois que j'emploie ce mot, on appelle relativisme cette croyance que, hormis en science exacte, chaque individu reste comme chevillé, enfermé dans ses propres convictions et que jamais rien n'émerge de la subjectivité. Il n'y a pas de vérité, tel est le slogan. Seulement, on a beau rétorquer que cette dernière phrase, il n'y a pas de vérité, s'abîme dans son propre tourbillon. On a beau persuader que s'il n'y a pas de vérité, l'affirmation elle-même ne peut pas être vraie, puisqu'elle s'autodétruit. Il n'y a pas besoin de faire un long cours de logique pour le comprendre. Si je pose une phrase « il n'y a pas de vérité », la phrase que je pose est-elle vraie ? De deux choses l'une, ou elle est vraie et donc son contenu est faux, ou alors je dis « il n'y a pas de vérité » et je ne peux même pas prononcer cette phrase. Donc vous avez typiquement, dans une phrase comme celle-là, une absurdité totale.
Et on a beau montrer, c'est ça qui est intéressant, ce type de phrase soit absurde, on le sait depuis Platon, on le sait depuis 500 ans ou 400 ans avant Jésus-Christ. Ce qui est vraiment intéressant, et c'est ça la vraie question, c'est pourquoi tout le monde, ou beaucoup de monde y adhère aujourd'hui. Et c'est cela que j'aimerais essayer de vous montrer. Donc on a beau souligner que la phrase est contradictoire, nul n'en a cure, et chacun fait comme si l'argument rationnel comptait pour rien, parce que personne n'est disposé à aller jusqu'au bout du relativisme qu'il prône. Seulement, si mon analyse est exacte et si le relativisme s'auto-détruit, on devrait très facilement pouvoir trouver, dans chaque cas particulier, je reste sur la question de l'aide au suicide, vous trouvez une situation où immédiatement on voit que la position est contradictoire. Je vais vous en donner 2 exemples. Selon les directives actuelles des instances médicales, qui d'ailleurs suivent en cela les prescriptions du Code pénal suisse, le dernier geste conduisant à la mort, je cite, doit, dans tous les cas, être accompli par le patient lui-même. Vous conviendrez que dans un cas comme celui-là, mieux vaut ne pas être tétraplégique. Sans quoi, vous ne pourrez pas choisir votre propre mort et personne ne pourra vous suicider à votre place. Pour le dire un peu brutalement, tout le monde est libre, sauf les personnes gravement handicapées. Autre contradiction. Prenons les directives de la plus haute instance suisse en matière médicale, l'Académie suisse des sciences médicales, recommandation de 2004. Ces directives s'adressent aux médecins et au personnel soignant. Elles commencent par une phrase que l'Académie répète depuis à peu près 20 ans. Je la cite, « L'assistance au suicide ne fait pas partie de l'activité médicale car elle est contraire au but de la médecine. » Fin de citation. En clair, lorsqu'un médecin ou quelqu'un d'autre aide au suicide, on dit aide au suicide parce que le natrium pentobarbital ne peut être procuré que sur ordonnance, il faut donc nécessairement une compétence médicale pour pouvoir avoir accès à ce produit. Donc lorsque le médecin aide au suicide, d'après cette même recommandation, il n'agit pas en tant que médecin. Il laisse sa blouse blanche à l'entrée de la chambre et ce n'est plus en tant que médecin qu'il agit, puisque cette activité d'aide au suicide est contraire au but de la médecine. C'est simplement, il a une compétence technique, mais il n'agit plus comme professionnel, il agit comme privé. Par conséquent, ce n'est plus à titre de médecin qu'il agit, mais à titre d'individu privé disposant d'un certain savoir-faire. Le hic, c'est que ces associations ne s'adressent pas à vous et à moi. C'est que l'association, l'Académie suisse des sciences médicales, par définition, s'adresse aux médecins. Et vous arrivez au paradoxe suivant, c'est voilà la plus haute instance morale qui s'adresse au soignant en tant qu'il est médecin et en même temps en tant qu'il n'est pas médecin. La contradiction est patente. Et c'est une contradiction. Lorsqu'on a demandé aux personnes qui l'ont élaboré, enfin, comment peut-on, à ce niveau-là, proposer des options pour la pratique médicale de façon contradictoire, la seule réponse que j'ai obtenue, la contradiction est dans la réalité, les textes ne font que manifester cette contradiction. Tel est le premier trait de ce tableau. Les bonnes intentions travaillent à mettre les idées sous tutelle, c'est-à-dire à se substituer aux critères classiques de validité du jugement. À la limite, peu importe qu'une proposition soit juste, soit prudente, il suffit qu'elle soit bien intentionnée. L'opinion penche vers le moralisme, c'est-à-dire la tyrannie des intentions. Le moralisme oppose les bonnes et les mauvaises intentions. Il n'est plus tenu ou n'est pas tenu de réfuter les objections, il les disqualifie. Par là, il pèse sur les consciences. Et d'ailleurs, ceux qui auront tendance à penser différemment, on aura tendance à les traiter de fondamentalistes, d'extrémistes, de jusqu'au boutistes, ou alors peut-être l'injure la pire de catholiques. Deuxième trait de tableau que je vais développer, et le troisième sera juste mentionné parce que ce n'est pas mon propos. Qu'arrive-t-il si l'on hypertrophie les circonstances ? Là aussi, il y a quelque chose de juste. Et vous le savez, l'évaluation des circonstances est tellement important en morale et d'ailleurs en droit. Un même acte, ou un acte de même nature, plus exactement, sera jugé avec plus ou moins de gravité en fonction des circonstances que l'on dira aggravantes ou au contraire atténuantes. Mais là aussi, l'erreur apparaît sitôt qu'on hypertrophie ces circonstances.
Tous les cas sont différents, dit-on. Les dissemblances entre les gens seraient si marquées, la diversité des situations si profonde, que jamais rien ne dépasse les différences et donc les différentes circonstances. On tire argument de la diversité des mœurs et surtout de l'évolution des mentalités pour nier l'existence d'une éthique universelle. Historiquement, j'ai fait tout à l'heure allusion à Rousseau, l'un des auteurs qui a été le plus loin et qui a pensé le plus loin à cette morale de situation, c'est Jean-Paul Sartre, qui a, dans notamment L'être et le néant en 1943 ou dans une conférence de 1946, L'existentialisme est un humanisme, a tenu extrêmement fortement qu'il n'y a pas de nature humaine, il n'y a rien d'universel dans l'homme. L'homme ne serait que l'ensemble des actes qu'il pose librement. Je suis ma liberté, clame le héros sartrien. Or, cette liberté s'exerce toujours dans des situations différentes. Et ces situations, ces circonstances, en elles-mêmes sont neutres. Seule ma propre liberté va donner valeur à cette situation. Par exemple, c'est un exemple de Sartre dans L'être et le néant. Je me promène en montagne et voici qu'il y a un éboulement qui m'empêche de continuer ma promenade. Cet éboulement est-il un obstacle ou une aide ? Réponse, tout dépend de l'objectif que je me propose. Si je me propose de continuer la promenade, évidemment c'est un obstacle. Si je change de projet et que je décide d'escalader le rocher pour mieux observer le paysage, voilà tout d'un coup que l'obstacle se transmue de valeur, en valeur positive et il devient une aide. Le monde, donc, n'a pas de valeur en soi, la guerre en soi n'est pas un mal, et les terroristes des uns sont les héros des autres. Le monde dépend de ma liberté, puisque je suis celui par qui la valeur arrive au monde. La mort, la guerre ne sont pas en soi des mots, puisque chaque liberté leur donne la valeur moulée sur son propre désir subjectif. La mort, dit-on, n'est pas un mal dans certaines situations, pas plus d'ailleurs que le suicide, que certains présidents d'associations vont justement requalifier d'autodélivrance. Il semble, vous voyez, on va positiver le sens de l'affirmation pour essayer de donner valeur dans des circonstances différentes à des situations données. Reprenons l'exemple de l'aide au suicide. Puisque seules les circonstances dictent les actions, d'après cette philosophie, et que ces mêmes circonstances sont elles-mêmes fonction de la valeur subjective qu'on leur reconnaît, vous voyez qu'il n'existe aucun moyen d'établir des critères objectifs qui vont délimiter le champ dans lesquels on pourrait avoir recours à l'aide au suicide. Et je vous montre le paysage suisse de façon assez rapide en prenant quelques-unes des grandes instances qui se sont prononcées là-dessus. L'Académie suisse des sciences médicales propose 3 critères, dont l'un, c'est que la fin de vie soit proche. L'association Exit Suisse romande élargit ses indications aussi aux maladies incurables, irréversibles, voire des handicaps impliquant de lourdes souffrances. La Commission nationale d'éthique et le tribunal fédéral, dans un arrêt d'il y a quelques années, ouvrent même l'aide au suicide aux maladies psychiques. Pour Exit Suisse alémanique, il y a 2 ans, le 34% des personnes qui ont été, entre guillemets, aidées au suicide n'étaient pas atteintes d'une maladie grave, voire incurable. Et pour l'association Dignitas, comme dans le cas que je viens de présenter tout à l'heure, on élargit encore à toute personne un peu âgée et fatiguée de vivre. Le Conseil fédéral a essayé d'établir un certain nombre de critères. Il n'y est pas parvenu, et vous l'avez vu récemment, Madame Widmer-Schlumpf a dû faire marche arrière et a donc dû dire « nous restons dans la situation actuelle ». Alors, il y a des raisons politiques, il y a des raisons liées à la complexité du dossier, mais il y a une raison philosophique, et il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans d'études pour la comprendre, c'est que si on veut limiter l'accès à l'aide au suicide, toute limitation de cet accès est contradictoire. Ce que je formulerai en 3 phrases. On se réclame de l'autonomie du patient pour avoir accès à l'aide au suicide. Or, toute indication médicale vient restreindre cette autonomie. Donc, toute indication médicale détruit le principe sur lequel on prétend s'appuyer pour légitimer l'aide au suicide. Et donc, si le Conseil fédéral aboutit à un échec, il y avait des raisons certainement politiques et autres, mais il y avait une raison logique
de ne pas y parvenir. Il n'y a pas de solution possible, si ce n'est des compromis qui sont tout à fait bancals. Je vais essayer de faire un pas de plus, c'est-à-dire alors nous demander à partir de là, mais pourquoi le relativisme ? Cette question devient inévitable. Pourquoi le relativisme jouit-il d'un tel engouement alors qu'on vient de le voir, il est proprement impensable ? Vous conviendrez qu'il ne faut pas chercher la réponse sur un versant théorique. Il n'y a aucune raison théorique pour qu'il suscite une adhésion ou une séduction. C'est par son incidence pratique et politique qu'il faut chercher son influence. En effet, pour beaucoup de nos contemporains, le relativisme paraît la seule attitude respectueuse des opinions et des situations d'autrui, la seule qui paraît tolérante à l'endroit des comportements et des convictions de chacun, de telle manière qu'on tiendrait ici, dit-on, la seule philosophie compatible avec notre société pluraliste, multiculturelle et démocratique dans laquelle nous vivons. La conviction à chacun sa vérité ferait ainsi office de postulat moral, non pas de conviction théorique, mais de phrase morale qui rendrait possible la démocratie, en lieu et place des droits inaliénables et absolus, des droits naturels qui servent de cadre fondamental à toute constitution démocratique. Est-ce possible ? Si l'on regarde de près, le relativisme s'avère lui-même inapte à fonder ce rôle, à jouer ce rôle de fondement éthique de l'ordre civil. Il y en a plusieurs raisons, mais j'aimerais souligner simplement 2 raisons. La première raison a été synthétiquement énoncée par le pape Benoît XVI dans un discours remarquable de l'année dernière au Parlement britannique. Voici ce qu'écrit Benoît XVI. Ces questions nous mènent directement au fondement éthique du discours civil. Si les principes moraux qui sont sous-jacents au processus démocratique ne sont eux-mêmes déterminés par rien de plus solide qu'un consensus social, je souligne, alors la fragilité du processus ne devient que trop évidente. Là est le véritable défi pour la démocratie. Je peux laisser 2 minutes cette phrase, n'est-ce pas ? Le pape juge qu'il n'a même pas besoin de développer cela parce que dès qu'on comprend, c'est trop évident qu'il y a un cercle. N'est-ce pas ? Si je veux fonder la possibilité même du consensus sur des fondements qui sont eux-mêmes issus du consensus, je fragilise le processus et donc je fragilise la démocratie elle-même. Pour le dire un peu grossièrement, est-ce qu'on a voté pour savoir si on était d'accord avec le principe du vote ? Mais il y a l'autre aspect qui est souligné par le Saint-Père ici. Il ne dit pas que c'est un défi important. Tel est le véritable défi de la démocratie. La seconde raison tient au fait que le relativisme n'est pas si tolérant qu'il y paraît. En effet, il ne supprime pas la morale, il redéfinit la morale. En confondant la liberté de penser avec la liberté d'opinion, il a tendance à réduire toute discussion justement à une opinion. Or, si tout n'est qu'opinion à ses yeux, cette conviction s'identifie néanmoins avec une certaine vision du monde qu'il déclare alors seule légitime. Le voilà le relativisme favorable à une seule ligne de pensée qui rend allergique à toutes les autres formes de pensée. Plusieurs auteurs ont mis cela en évidence et je vous en donne une expression par Philippe Benetton. La formule « c'est vous qui le dites » aujourd'hui produit généralement cet effet. Elle réduit l'autre au silence. La discussion est close avant d'avoir commencé. Le « c'est vous qui le dites » n'oppose pas des raisons à d'autres raisons, il soustrait la question au débat. Il trace un cercle au-delà duquel l'argumentation n'a plus de prise parce qu'elle outrepasse ses droits. Voici donc à l'œuvre un tout nouveau principe d'autorité. L'opinion générale a choisi son camp. Sa force est au service de certaines idées et de celles-là seulement. C'est la raison pour laquelle, je crois, la contradiction interne ne semble pas entamer la force du processus. Et l'on comprend mieux pourquoi ce qu'on pourrait appeler une opinionite, si je prends un terme médical, les médecins emploient le terme ite pour désigner des inflammations, une otite, une appendicite, peut-être y a-t-il une certaine maladie qu'on pourrait appeler une opinionite, non pas que l'opinion soit pas importante, mais il y a une sorte d'inflation de l'opinion.
Eh bien, cet opinionite finit par constituer un tout nouveau dogmatisme, et un dogmatisme d'autant plus puissant qu'il n'est que rarement thématisé. La règle de ce dogmatisme est la suivante. Toutes les opinions se valent. Toutes les opinions se valent, sauf celles qui ne valent pas, parce qu'elles offensent le principe que toutes se valent. Pour reprendre l'exemple de l'aide au suicide, voici le raisonnement. À chacun ses droits, dira-t-on, de choisir sa propre mort, le temps de sa mort et la manière de mourir. En ces matières, chacun a sa propre vérité et on ne peut plus admettre qu'il y aurait une finalité objective des soins qui interdirait moralement au médecin de collaborer à une aide au suicide ou de pratiquer une euthanasie. Face à cela, imaginez un interlocuteur non relativiste qui répliquerait ceci. Il pourrait répliquer « Oui, monsieur, votre point de vue est très intéressant, mais il se heurte à une difficulté. Parce que le point de vue contraire, c'est-à-dire celui qui admet une objectivité en morale, ce point de vue contraire est tout aussi légitime en raison des principes relativistes dont vous vous réclamez. Conclusion, vous ne pouvez, sans vous contredire, affirmer que les choix se valent et que la distinction traditionnelle de la morale et de l'éthique médicale est périmée. Eh bien, cet interlocuteur a la logique pour lui, mais il a contre lui toute la force du principe contemporain relativiste. Et l'on comprend l'ambivalence de la situation actuelle qui est remarquablement décrite par Philippe Benetton dans ce livre « Les fers de l'opinion », c'est que cette logique de l'opinion apparaît ainsi comme un mécanisme à double détente. D'un côté, c'est le versant relativiste, elle tend à neutraliser les distinctions intellectuelles et morales traditionnelles, telle conduite, c'est son affaire, telle discipline, elle vaut les autres, telle culture, elles sont égales, et corrélativement, versant dogmatique, elle définit de nouvelles règles. Quiconque parle autrement manque de tolérance ou manque à l'égalité. Le processus fonctionne donc comme une machine à trier les jugements autorisés et les jugements non autorisés. La pente de l'opinion ne conduit pas à l'abolition de la morale, mais à sa redéfinition. Cela fait plusieurs années qu'on voit ainsi comme gonfler le relativisme dans plusieurs parties de nos sociétés occidentales. Les philosophes en sont arrivés à dénoncer une tendance et un nouveau dogmatisme, comme le titre de ce livre, « Les fers de l'opinion ». Mais personne n'a été aussi loin que ce 17 avril 2005, le jour même où le conclave s'ouvrait à Rome et où le doyen des cardinaux, le cardinal Ratzinger, lors du sermon, eut cette phrase suivante, et regardez bien les termes qui ont été choisis. Peu à peu, on construit une dictature du relativisme qui ne reconnaît rien comme définitif et qui laisse comme ultime mesure son propre ego et ses désirs. Le mot dictature n'a certainement pas été griffonné rapidement sur le bord de l'autel avant la messe d'entrée au conclave. Face à cela, on cherche bien sûr des réponses. Tout le monde se rend compte que le relativisme ne peut pas fonctionner. Alors il y a une réponse que je ne fais que mentionner, mais qui mériterait un long développement, ce serait évidemment cette morale qui développe les conséquences, qu'on appelle l'utilitarisme, qui est une des tentatives actuellement de répondre au relativisme. Je passe sur cette tentative de réponse et vais essayer de vous donner peut-être maintenant dans ma quatrième partie, quelques pistes de réponse après ce diagnostic un peu sévère. Il convient, le schéma du départ nous indique ce qu'il convient de faire, non pas de nier la valeur de l'intention, non pas de ne pas tenir compte des circonstances, non pas d'oublier les conséquences, mais de faire réapparaître le pilier de l'éthique pour rééquilibrer l'ensemble du bâtiment, c'est-à-dire faire réapparaître l'objectivité de la morale. L'urgence consiste à mettre en lumière ce facteur d'objectivité d'un acte moral, car il existe une objectivité dans l'agir humain, et il existe des actes objectivement bons, comme il y en a qu'on appelle intrinsèquement, c'est-à-dire objectivement mauvais. Restons dans les questions de fin de vie. Un retrait thérapeutique, comme l'utilisent les médecins. Les médecins parlent plus facilement d'abstention thérapeutique ou de retrait thérapeutique.
rapidement dit, le fait de prendre la décision de débrancher un appareil. Eh bien, ce retrait thérapeutique n'est pas du tout de même texture qu'une euthanasie ou qu'une aide au suicide. Certes, l'issue semblera identique. Dans les deux cas, le patient va mourir. Dans les deux cas, on sait qu'il va mourir. Mais à moins d'être un obtus utilitariste ou un inconsistant relativiste, on comprend très vite que les deux actes sont radicalement différents. Dans le premier cas, retrait thérapeutique, les médecins et l'équipe soignante, en discussion avec le patient, en relation avec les proches, prennent la douloureuse décision d'interrompre un traitement considéré comme futile, c'est le mot qu'emploient les médecins, et que nous disons en éthique disproportionné ou inadéquat. Si le patient décède, la cause du décès est la maladie, et on y aura seulement consenti. Peut-être un petit témoignage à cet égard. J'ai un ami, une connaissance d'une dame dont son mari, qui était médecin d'ailleurs, était en fin de vie à l'hôpital aux soins intensifs. Et puis, ils ont dû prendre la décision, ils ont fait venir les 3 enfants qui habitaient en Suisse romande, ils se sont réunis, discussion avec le médecin, et ils ont décidé justement d'interrompre le traitement avec l'issue fatale que l'on sait. Quelques jours après, je rencontre cette dame, qui est bien sûr sous le coup de l'émotion, et j'étais très frappé et en même temps émotionné de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, nous sommes allés là-bas et nous avons pris la bonne décision. Et au moment où elle me dit la bonne décision, elle pleurait. C'est-à-dire que ça n'enlève en rien la douleur, ça n'enlève en rien la difficulté, ça n'enlève en rien le déchirement, mais néanmoins c'était la décision qui était bonne. Et c'est ce double aspect de souffrance d'une part et de jugement moral qui était lumineux et pacifiant pour cette famille parce que la décision était, là, en l'occurrence, la bonne décision. Donc dans le cas d'un retrait thérapeutique, n'est-ce pas, la cause du décès, c'est la maladie à laquelle on consent. Dans le deuxième cas, aide au suicide ou au contraire euthanasie, c'est le médecin qui cause la mort ou qui contribue volontairement dans le cas de l'aide au suicide. Les deux actes, dont l'issue peut bien être la même, sont de nature donc exactement opposée. Et je vous invite à ne pas utiliser dans ces choses-là, parce que c'est confusant de ne pas utiliser les termes euthanasie active ou euthanasie passive. Ça induit en erreur. Parce que lorsqu'on parle d'actif ou de passif, on met l'accent uniquement sur le geste. Alors c'est vrai que donner un produit létal ou un geste euthanatique est un geste actif. Mais débrancher un appareil, c'est aussi un geste actif. Donc ce n'est pas l'activité ou la passivité qui compte. C'est une fausse distinction. La question de savoir, c'est quelle est la raison, quelle est la cause fondamentale qui fait qu'on conduit, la personne est conduite à la mort. Et j'ai mis en caractère gras, dans le premier cas, c'est la maladie, dans le deuxième cas, c'est le médecin. Et là, il y a une différence fondamentale entre les deux actes. Et cela dépend d'une objectivité, d'une analyse proprement objective. Disant cela, je ne prétends en aucun cas, s'il vous plaît, que les décisions soient faciles, que les décisions soient noires ou blancs. Toutes les décisions sont toujours complexes. Mais ce n'est pas parce que la situation concrète est complexe qu'il faut avoir les idées complètement brouillées. Il faut être extrêmement clair sur les idées et avoir la conscience de cette complexité et de la difficulté des situations. Si donc, dans ce sens-là, on maintient une objectivité de l'action morale, contrairement au slogan qui est le thème de ces 2 jours, « À chacun sa vérité », on comprend qu'il y a donc 2 manières de porter atteinte à la dignité humaine de cette personne en fin de vie. Première manière de porter atteinte à la dignité, c'est qu'on s'acharne à utiliser des moyens disproportionnés pour maintenir en vie une personne dont la vie ne demande qu'à s'éteindre. Pareille obstination déraisonnable constitue une faute morale grave. Dans ce sens-là, à cette personne, on lui vole sa mort. Ou alors on raccourcit volontairement sa vie, et je n'aime pas ce mot, je devrais peut-être l'enlever, on raccourcit sa vie, ça donnerait l'impression que la temporalité se développe sur un temps et puis qu'on enlève un bout de vie. Non, lorsque quelqu'un meurt, c'est toute la vie de cette personne qui disparaît, c'est pas un bout. Mais à part cela, donc, pour le dire un peu de façon simplement exprimée, on raccourcit volontairement sa vie en lui apportant la mort ou en y contribuant.
C'est une faute morale encore plus grave parce qu'on lui vole sa vie. Et cette distinction entre ces deux erreurs me permet de souligner un point capital qui revient et qui me ramène au début de la conférence. C'est que j'ai dénoncé l'erreur du relativisme. Mais s'il vous plaît, la réponse à une erreur ne consiste pas à tomber dans une erreur contraire. Il convient d'éviter à tout prix que le combat contre le relativisme attise une autre erreur en sens contraire, qui consisterait à asséner de façon péremptoire, par exemple, que la vie humaine doit être prolongée à tout prix. Il y aurait une erreur de la même manière à tenir un principe sur un plan exclusivement théorique, parce que nous sommes en morale et nous ne sommes pas dans la vérité théorique. Or, la vérité pratique, c'est-à-dire la vérité morale, est une vérité qui tient compte de multiples facteurs. Pour le dire de façon un peu sommaire, l'objectif dans ces questions ne consiste pas à avoir raison, mais à bien vivre. Il est moins question de l'emporter dans les débats que de contribuer à éclairer les actions d'ordre pratique. Or, dans ce domaine pratique, l'affirmation de la vérité va de pair avec la prise en compte d'une foule de détails concrets. Il faut tenir compte des circonstances, des conséquences et des intentions subjectives. Plus précisément, on va distinguer entre des principes négatifs et des principes moraux positifs. N'est-ce pas ? Est-ce que le médecin doit prolonger la vie des patients ? Eh bien, pas forcément. C'est un principe positif. En revanche, les principes négatifs vont nous indiquer, et les préceptes négatifs, des seuils au-dessous desquels on ne peut pas aller. Pour simplifier, le précepte moral négatif énonce le seuil inférieur qu'une action, excusez pour la faute de frappe, qu'une action humaine ne doit pas franchir. Le tu ne tueras pas, y compris soi-même, le tu ne tueras pas est un principe négatif de ce type. Il s'applique à tous les êtres humains et en aucun cas, dans aucune situation, tuer ne peut être une réponse juste, conforme à la dignité de la personne. Le suicide reste dans ce sens-là, objectivement, une faute morale grave, sans bien sûr parler des personnes et sans juger qui que ce soit. C'est un geste de désespoir et c'est un geste surtout d'injustice à l'endroit des autres. Ces principes négatifs ou ces préceptes négatifs, si vous voulez, indiquent le seuil au-dessous duquel on ne peut pas aller. Le tu ne tueras pas. Mais vous voyez que ça n'occupe pas la vie humaine. N'est-ce pas ? Il n'y aura pas, à la fin de ces 2 jours de prier, témoigner, magnifique, ça a spécialement bien réussi cette année parce que personne n'a tué son voisin. Je veux dire, le fait de ne pas tuer n'est pas un projet de vie. Le fait de ne pas tuer est un minimum au-dessous duquel je ne peux pas aller, qui est comme l'inverse du précepte positif du respect d'autrui. Et là, je ne peux pas trop respecter autrui ou trop aimer autrui. Donc le précepte négatif, et vous avez vu que les commandements sont souvent négatifs, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Ce n'est pas un but en soi, c'est un ce en dessous duquel je ne dois pas aller. Comme pour inciter à adopter le principe positif, c'est ça qui compte. Et principe positif dans lequel je ne peux jamais que progresser. Autrement dit, si je reviens à mon cas de l'aide au suicide, faut-il maintenir à tout prix la vie d'un malade ? Non, car le précepte positif de la médecine à prolonger la vie et à l'accompagner s'appliquera différemment selon les circonstances, sans quoi on tomberait dans une obstination déraisonnable. Alors vous allez objecter que ici le terme déraisonnable pourrait paraître imprécis et trop flou. Je vous répondrai que justement l'éthique n'est pas un livre de recettes. Faire de l'éthique, c'est pas un manuel de Betty Bossy pour faire la cuisine, sur lequel on regarderait ou dans lequel on consulterait ce qu'il faut faire en tel ou tel cas. Donc le terme déraisonnable est justement extrêmement précis, mais il laisse toute la marge d'appréciation requise par les spécialistes sur le terrain, par l'équipe soignante, par les proches, par la personne, bien sûr, le patient, et par rapport à l'évolution de la maladie. C'est cela que nous appelons la vérité pratique. Elle consiste moins à marteler une affirmation vraie
qu'à vivre à la lumière d'un jugement prudentiel, une correspondance exacte, et je vous avais dit la définition de la vérité, c'est une correspondance, entre ce qui est entrepris et la volonté parfaitement droite, éclairée par la raison. Autrement dit, la vérité morale dont je parle ici, non seulement doit être pensée, elle doit être surtout vécue, pratiquement exercée, sans quoi nous tombons dans un pharisaïsme d'une vérité brandie sans amour. Or, je cherchais un texte que je pouvais vous présenter qui essaye de dire cela. Il y en a bien sûr de nombreux, et j'en ai trouvé récemment un que certains peut-être connaissent, qui est assez étonnant. Il s'agit en fait de l'intervention de Karol Wojtyła, futur Jean-Paul II, au nom de l'épiscopat polonais le 21 octobre 1964. C'est au temps du Concile Vatican II, à propos de la constitution conciliaire Gaudium et Spes. C'était le fameux schéma 13, dont les théologiens ont parlé. Et regardez la pertinence ici de l'intervention de Karol Wojtyła. Il ne s'agit pas tant d'enseigner au monde d'une manière autoritaire que de chercher la juste et la vraie solution, je souligne vrai, il y a une vérité, des problèmes difficiles de la vie humaine et du monde lui-même. Ce n'est pas... Il y a quelque chose d'intéressant. Moi qui aime la musique et qui est formé à la musique, n'est-ce pas, je suis en train de vous dire qu'en morale, une des choses qui compte le plus, c'est la justesse. Exactement comme la justesse d'une intonation dans une musique, n'est-ce pas? La personne qui sort là, ce qui est amusant, c'est que tout d'un coup, il y a un bruit qui n'est pas juste à sa propre place. Et c'est exactement ça. C'est pas grave, mais c'est ça qui fait sourire. Et c'est ça la morale, ça tombe bien, n'est-ce pas? C'est Sartre qui disait, on peut philosopher sur un verre de bière. On va philosopher un tout petit peu sur le Natel qui vient de sonner, n'est-ce pas? C'est pas grave en soi, il n'y a pas de mauvaise intention. Il y a simplement une inadéquation entre le lieu et ce qui se passe. Eh bien, l'éthique est justement cette efficacité que le médecin, les proches cherchent pas simplement les mots justes, mais l'action juste exactement où il convient. D'où, vous voyez, le mot déraisonnable ou raisonnable, qui laisse certaines marges de manœuvre pour ne pas la crisper, pour ne pas la figer, pour laisser justement ce qu'on appelle un jugement prudentiel à cela. Alors, je reviens quand même à Karol Wojtyła. Oui, ce n'est pas le fait que la vérité nous soit déjà connue qui est en question, mais il s'agit plutôt de la manière selon laquelle le monde la trouvera par lui-même et la fera sienne. Et j'en arrive à une rapide conclusion pour laisser un petit peu de temps à la discussion. C'est un des textes parmi de nombreux autres que j'aurais pu choisir, mais il me semblait intéressant de le souligner. Deux petites conclusions. C'est, face à cela, comment répondre au relativisme. Je vous proposerai deux pistes. La première chose, c'est qu'il faut savoir gré aux différentes instances engagées dans les questions médicales de la volonté affichée de promouvoir les soins palliatifs. Vous le savez que dans une excellente prise en charge par les professionnels de la douleur, le 99,9% des demandes d'aide au suicide disparaissent. Donc, ce n'est pas tellement à lutter contre des associations dont vous avez remarqué, j'ai fait le plus possible j'ai fait effort de ne pas prononcer leur nom pour ne pas faire de publicité. C'est pas là qu'il faut regarder. C'est du côté des soins palliatifs, c'est du côté des gens qui sont au chevet des malades. C'est là que sont les vraies réponses de l'ordre de la vérité pratique. La véritable réponse aux dérives que j'ai signalées se donne quotidiennement dans les chambres d'hôpital, à domicile, auprès des malades. Ce que je formule en une phrase. Comment ne pas être reconnaissant du fond du cœur envers toutes ces personnes, les médecins, les infirmiers, les équipes d'aumônerie, les thérapeutes, les bénévoles, mais surtout les familles et les proches, qui jour après jour et dans une totale humilité se mettent au service des grands malades pour les accompagner au bout de leur vie. Comment dire assez sa reconnaissance à ces hommes et à ces femmes qui, discrètement et efficacement, prouvent par leurs actes quotidiens que la vérité, et le dernier adjectif au participe passé est important, peut être vécue. Cependant, l'idéologie relativiste est force
est forte et les professionnels en sont de plus en plus tributaires. Il reste néanmoins une belle consolation, et c'est Aristote qui le soulignait, il est rare que la multitude des gens se trompe complètement en matière de morale. Pour le dire de façon aussi un petit peu différente, vous ne savez pas à quel point la grande consolation pour les philosophes que nous sommes, c'est que les gens sont plus intelligents que leur philosophie. Ce qui veut dire qu'une fois que la porte est fermée, que les soignants se retrouvent seuls face au malade, qui est une personne, ils ont la plupart du temps le courage de vivre la vérité, et par-delà les théories, et par-delà les différentes instances ou les différentes recommandations. La seconde urgence me paraît plus culturelle. Il semble que l'objectivité en éthique, ce que j'ai essayé de vous montrer, soit un point difficile à percevoir parce qu'il échappe à l'intelligence. Et parfois, cela retient d'agir aussi bien qu'on le souhaiterait. Il convient donc aussi d'intervenir en amont sur les textes législatifs et les recommandations médico-éthiques. L'idéologie de l'assistance au suicide témoigne de la crise profonde de la raison. Sitôt sortie du monde des sciences et de la technique, la raison humaine ne croit plus en ses propres forces. Elle a relégué l'éthique au rang des aimables convictions subjectives, à la seule éthique de la conviction, et surtout elle a renoncé à admettre qu'elle est faite pour la vérité, en ce domaine également. Retrouver en éthique l'amitié du vrai ou faire aimer la vérité, tel est le programme. Dans ce processus, la philosophie est appelée à jouer un rôle important. Cependant, elle se trouve aujourd'hui aux prises à des difficultés qui l'empêchent de vivre qui empêchent la raison de vivre selon son ampleur naturelle. Et je terminerai sur ce point en soulignant que la foi chrétienne peut venir au secours de la raison. Oh, s'il vous plaît, non pas pour se substituer à elle, mais pour lui donner un nouvel élan, une nouvelle jeunesse et une nouvelle vigueur. Et je terminerai par cette citation que je reprends chez Benoît XVI dans le discours au Parlement britannique il y a une année sur le rôle de la religion dans la société civile et dans le cas qui nous occupe. Regardez de nouveau ce propos. Mais alors la question centrale qui se pose est celle-ci. Où peut-on trouver le fondement éthique des choix politiques? La tradition catholique soutient que les normes objectives qui dirigent une action droite sont accessibles à la raison, même sans le contenu de la révélation. Selon cette approche, le rôle de la religion dans le débat politique n'est pas tant celui de fournir ces normes, comme si elles ne pouvaient pas être connues par les non-croyants, encore moins de proposer des solutions politiques concrètes, ce qui de toute façon serait hors de la compétence de la religion, mais plutôt d'aider à purifier la raison et de donner un éclairage pour la mise en œuvre de celle-ci dans la découverte de principes moraux et objectifs. Si donc on cherchait un titre très exact pour 2011, voire pour 2012, pour cette magnifique rencontre ici à Fribourg, tellement pleine d'espérance, tellement pleine de jeunesse, pourquoi ne pourrions-nous pas l'intituler « Prier, penser et témoigner » ? Je vous remercie. Moi, j'aimerais juste remercier de votre intervention. Et je pense que si on veut parler de la vérité, il faut aussi parler de ces personnes qui accompagnent les personnes en fin de vie. Ça peut être de la famille, etc., qui se réveillent jour après jour pour accompagner, non pas médicalement, mais je dirais humainement, socialement, ces personnes qui sont en fin de vie. Ces personnes qui accompagnent les personnes en fin de vie remarquent que le fait que simplement qu'il y ait quelqu'un avec va apporter un peu plus de paix, un peu plus de sérénité dans ce monde où il y a une souffrance, où il y a des grandes décisions à prendre. Et puis je dirais juste que voilà, c'est bien d'en parler, jusqu'à présent on a parlé de ces associations qui me font horreur et que je pense que c'est plutôt oublié. Ce serait aussi bien qu'ils fassent une émission sur cet accompagnement de la fille jusqu'à la mort, et puis que ces personnes justement qui font cet accompagnement soient mis en valeur ou encouragées, etc. Je ne sais pas que ce n'est pas, mais je dis que c'est aussi bien qu'on en parle.
Merci pour votre remarque qui est éminemment pertinente sur le magnifique engagement, souvent discret, loin des caméras et loin de la presse, de gens qui au quotidien sont auprès des personnes en fin de vie ou des personnes malades. Je soulignerai quand même à ne pas oublier quelque chose, c'est que la première exigence éthique, c'est la compétence. C'est-à-dire que c'est évidemment important d'accompagner les personnes. Mais lorsqu'il y a de la douleur, il est indispensable que des professionnels qui ont à moyen les dispositions actuelles de soulagement de la douleur soient au premier rang de la lutte contre la douleur et la souffrance. Ce qui n'enlève en rien, bien sûr, l'ensemble des personnes qui doivent travailler et qui accompagnent ces personnes. Et d'autre part, c'est un progrès de la médecine où on ne fait pas que soigner les symptômes, mais on soigne les gens. Les personnes, dans sa globalité qui est à la fois biologique, sociologique, psychologique et spirituelle. Et ce que vous soulignez, c'est une chose extrêmement importante. Juste pour un petit exemple, puisque j'ai des gens très proches qui sont dans les équipes d'aumônerie des hôpitaux, pour voir l'importance aussi du geste technique et pas simplement de la bonne volonté. Bonne volonté, n'est-ce pas, intention extrêmement importante. Vous avez dans l'équipe d'aumônerie à laquelle je pense dans un hôpital roman des personnes qui sont formées théologiquement ou qui sortent de formation théologique, et l'un ou l'une d'entre elles est en plus infirmier ou infirmière. Et vous entrez dans une chambre, ces personnes rentrent dans une chambre où le malade, sur son lit, c'est légèrement un tout petit peu affaissé, si vous voulez, parce que le dossier du lit est debout, et puis il faut le relever. Lorsque c'est une ou un professionnel qui rentre, et qui relève simplement le malade, mais avec le geste sûr, professionnel. Cela, n'est-ce pas, rassure la personne par le toucher professionnel, peut-être bien plus que tous les discours, ce qui n'enlève en rien les discours, la présence, le silence et la prière. Donc je voulais juste souligner cet aspect, disons, du geste technique qui est extrêmement important en éthique. C'est un point important. Maintenant, vous avez tout à fait raison par rapport aux médias, qu'ils devraient mettre l'accent sur ce qui se fait positivement et pas simplement sur les dérives dont vous avez raison de souligner l'importance. Je vous répondrai en vous remerciant pour votre remarque. Il s'agit moins de lutter contre le relativisme que de faire aimer la vérité. C'est ça qui compte, n'est-ce pas ? Si on se focalise trop, bien sûr il faut un diagnostic, et j'ai passé un temps assez important de diagnostiquer sévèrement un certain nombre de tendances, mais cette focalisation toujours sur quelque chose qui est négatif risque d'induire une opposition pharisaïste, une sorte de pharisaïsme contraire. Donc c'est ça, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, la lutte contre des associations, si je reste dans mon domaine, qui font du mal, et il faut que vous connaissiez les chiffres. Il y a en Suisse 1400 suicides aboutis par année. 1400 sur 6-7 millions d'habitants. Ça veut dire plus de 3 par jour. C'est plus que l'ensemble des accidents de la route, des overdoses réunis. C'est un problème de santé sociale important. Ça, ce sont sur les pratiques. Les tentatives de suicide, il faut à peu près les évaluer à 10 fois plus nombreuses, à peu près 30 à 40 par jour en Suisse. Et sur les 1400 suicides aboutis, il y en a 400 qui sont pris en charge par ces associations. Donc ce sont, et j'ai aucune crainte de le dire, des associations néfastes. Mais je répondrai à la question, le but n'est pas de se crisper contre ces associations. D'ailleurs, et là vous avez raison, si vous allez sur un débat à la télévision, etc., la structure argumentative fait que vous avez presque toujours perdu dès le départ. Il faut toujours remonter des pentes. De mille manières. Ce sera la même chose sur le diagnostic préimplantatoire. Je vous résume le débat très simple qu'il y aura, c'est on a autorisé le diagnostic prénatal, donc le diagnostic préimplantatoire doit être autorisé a fortiori. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, il vous faut au moins 2 minutes pour l'expliquer. Et pour arriver à le dire sur un plateau de télévision en 2 minutes, il vous faut à peu près 1 mois et demi de travail. Parce que c'est difficile. Donc vous avez en 15 secondes un slogan qui est fait, 2 minutes dans le meilleur des cas, vous avez déjà perdu.
Donc il s'agit moins de lutter contre que de proposer des solutions alternatives, dont les soins palliatifs. Maintenant, le dernier point, c'est non, moi j'ai confiance en la raison et que la rationalité, le fait de discuter, ça prend du temps. Et je le vois au sein des comités d'éthique, même si on est minoritaire. Dans la Commission nationale d'éthique, les positions que je défends sont minoritaires. Mais s'il y a une force de vérité, pas la mienne, mais une force propositionnelle de vérité, la vérité est assez forte pour s'imposer par ses propres armes de lumière. Et il faut du temps, il faut y être, et il faut être à ce moment-là. Donc je serais extrêmement réticent à ce que des religions quelconques prennent des relais et proposent des normes pour la société à la place de la société civile. En revanche, comme le dit Benoît XVI, évidemment, la religion, et particulièrement la religion chrétienne, est une source vive de renforcer la rationalité. Et c'est le sens du « n'ayez pas peur » aussi de Jean-Paul II. N'ayez pas peur, allez-y. En entendant cette question et puis votre réponse, il m'est venu quelque chose, c'est un tout petit témoignage. Quand on parle de l'avortement, de ça, moi, je me sens pas assez intelligente pour... Je veux dire, tout le monde n'a pas vocation à être philosophe, et le but n'est pas d'avoir raison ou d'être intelligent pour argumenter. Dans les questions qui sont celles-là, c'est d'avoir le juste geste, la présence juste au moment qui importe. Et puis à partir de là, chacun a un certain nombre de spécialisations. Ça peut être d'ordre légal, d'ordre médical ou d'ordre philosophique. Et puisque vous êtes témoignage, je vais le dire de la même manière de mon côté, il arrive parfois que je fasse des présentations comme celle-là. Le vrai salaire qui, de temps en temps, m'arrive, c'est d'avoir un praticien dans un domaine, ou une praticienne, un médecin, si je parle d'éthique médicale, et qui disent, mais en fait, c'est ce que nous vivons quotidiennement, mais vous n'avez fait que mettre des mots de façon un tout petit peu plus claire. Bon, ça c'est mon job, c'est mon métier. Je me suis formé là-dessus. Il y a aucune gloire à en retirer. Chacun fait son travail de la meilleure manière. Et si la philosophie ne rejoint pas, et vous savez combien elle peut être difficile, combien souvent les philosophes que nous sommes utilisons des mots si compliqués pour en jeter à la face des gens en disant on est très intelligent. La preuve c'est que vous comprenez pas ce qu'on dit. Si ça ne rejoint pas dans ces questions-là, je dis bien dans des questions de la vérité pratique, c'est autre chose de la vérité théorique. La vérité pratique, l'expérience humaine, la justesse, comme le musicien ou le chanteur dont l'intonation est juste, alors il faut que nous autres philosophes changions de métier et nous allons planter des patates parce que c'est plus utile à l'humanité. Je ne veux pas faire de pub pour le livre, mais on a ici un livre qui s'appelle « L'humain et la personne » qui a été préfacé par l'ancien président de la Confédération, M. Pascal Couchepin, sur ces questions-là, la notion de dignité. Et si vous y regardez, il y a plusieurs articles de spécialistes qui ont pris la parole. Et il y a un M. Jacques Ricot qui répond de façon splendide à votre question sur 2 pages, uniquement 2 pages, et qui distingue 3 types de la notion de dignité. Mourir dans la dignité, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on entend par dignité? Alors il y a tout d'abord, on appelle dignité, si vous voulez, la décence, c'est-à-dire les conditions qui peuvent être sociales ou humaines, dans lesquelles vous et moi nous vivons, qui sont à la hauteur de ce qu'on serait en droit pour un être humain. Je peux vivre dans des conditions d'hygiène, des conditions sociales ou une situation de délabrement physique ou mental qui ne correspond pas. Et l'image à la dignité humaine, et l'image que j'ai de moi-même, souvent renvoyée par les autres, certains disent « je veux mourir avant de perdre cette dignité ». Ça, c'est une conception subjective de la dignité. À ce moment-là, on appellera dignité l'image ou la façon dont chacun se juge soi-même et dont l'autre me renvoie ma propre image. Deuxième sens du mot dignité, ou mourir dans la dignité, c'est mourir dans la liberté. Certains disent, mourir dans la dignité, c'est choisir soi-même et être apte à choisir le moment et la manière de mourir. Ces 2 notions sont subjectives. Et les associations dont vous parlez, qui s'appellent toutes ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité,
utilise le mot dignité dans l'un de ces deux sens. Mais il y a un troisième sens qui est beaucoup plus fondamental, qui est lié à l'essence même de l'être humain. Du fait que nous soyons êtres humains, nous sommes des créatures dignes. Et dans ce sens-là, je ne peux pas la perdre. C'est ce qu'on appelle le sens objectif de la dignité. Alors, si vous voulez, il y a un problème en effet, et vous avez raison, c'est qu'on joue toujours sur ces trois termes. Or, ces trois sens, plus exactement, ont une signification liée et organisée. Évidemment, c'est le troisième sens qui est primordial. Et comment répondre maintenant à ces associations, pour ne pas faire trop long? Et évidemment, de nouveau par la pratique, c'est-à-dire que il faut que les malades, et ça peut être vous et moi dans quelques années, au moment où nous perdons une certaine décence apparente, au moment où nous avons l'impression nous-mêmes d'être avilis par rapport à notre propre conception que nous avons, certains ne peuvent pas imaginer être dépendants de quelqu'un d'autre à la fin de leur vie, parce que toute leur vie ils ont été très indépendants. C'est une vision subjective. C'est leur façon de voir. Il convient que dans le regard de celui qui l'aime et qui l'accompagne, les proches en particulier, il retrouve l'image de la dignité la plus en accord avec la dignité intrinsèque, c'est-à-dire la dignité objective. C'est pour ça que nous sommes, nous autres, catholiques, des plus fervents du droit de mourir dans la dignité. Merci François-Xavier Boutalard. Merci infiniment. Merci. Merci à vous.